Salut, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser un peu à tout ce qui concerne la dématérialisation de la musique et le fait que maintenant on peut stocker toutes sortes de morceaux et de films, etc. Sur un simple ordinateur ou une simple unité de stockage à base de disque dur et de centraliser toutes ces données et de les jouer sur une chaîne. Alors c'est vrai que durant ces dernières années, la topologie des systèmes a assez évolué parce que de plus en plus d'audiophiles s'intéressent à la dématérialisation de la musique. Et disons que l'aspect pratique du truc et la haute qualité des éléments qu'on peut avoir maintenant dans le domaine grand public permet de pouvoir prétendre à une qualité globale qui est largement au-delà de ce qu'on pourrait avoir besoin. Donc il est intéressant de pouvoir migrer d'une chaîne traditionnelle avec un lecteur CD, un lecteur DVD, différentes sources, éventuellement du vinyle que l'on peut maintenant capturer et digitaliser, et passer à un système beaucoup plus simple avec une seule source, qui est un simple ordinateur, éventuellement une carte son multicanal qui attaquerait différents amplis et attaquerait un système qui n'est pas forcément uniquement stéréo, qui peut être multicanal lui aussi. Donc en théorie, ça paraît simple, ça paraît léger, ça paraît comprendre très peu d'éléments, mais en pratique, il y a pas mal d'interrogations et pas mal de problèmes que l'on doit résoudre. Parce que même si la topologie semble simple, il y a pas mal de combinaisons possibles, et il y a pas mal de combinaisons qui sembleraient faisables, mais en fait qui ne le sont pas aussi facilement que ça. Alors, je vais proposer un peu la manière dont mon système a évolué, les différentes étapes principales qui ont eu lieu dans le temps, jusqu'à la version finale, vers laquelle je tends et vers laquelle je vais finalement, je pense, finir le système quant à sa topologie. Donc, on va commencer en fait par la première étape réelle que j'ai sur le système que j'ai eu jusque-là, ça a été la centrale. La centrale a été initiée par la sortie du DCX de Behringer, qui a été vraiment un truc qui a quand même fait pas mal de changements dans les chaumières, parce qu'il permet d'offrir le filtrage numérique de manière assez simple, très efficace, assez facile à utiliser, assez universel, et en plus apporter quelque chose qui manquait vraiment dans les systèmes analogiques de l'époque, c'est la notion de retard que l'on peut ajouter ou retrancher sur tel ou tel canal quand on fait de l'amplification active. Ça, c'était quelque chose qui résolvait un certain nombre de problèmes qui étaient quasi insurmontables par, ne serait-ce que pour des raisons pratiques et mécaniques des enceintes, ou par on va dire des cellules à retard analogiques qu'on pourrait mettre et qui sont vraiment que de la bidouille complexe. Donc, cet appareil-là a changé pas mal de choses, bien que c'était, et c'est toujours un appareil destiné aux professionnels, donc avec les contraintes d'incompatibilité des niveaux de signal, etc. Il a quand même été extrêmement populaire au niveau des audiophiles. Alors, bien entendu, bon, il y en a qui ont tenté de le modifier, de l'améliorer, etc. Mais il y avait un problème dans cet appareil, c'est qu'il n'avait pas de contrôle de volume. Parce qu'il n'est pas fait pour ça, il est fait pour être inséré dans toute une chaîne audio, et le volume dans le milieu pro, il est fait soit par la table de mixage ou par quelque chose qui est dédié à ça, pas par un appareil intermédiaire comme ça. Donc, pour l'audiophile, il a posé un problème. Donc il y a eu plusieurs méthodes, les potentiomètres multigalettes, multivoix, avec toutes les difficultés d'approvisionnement, etc. que ça donne. Et moi j'avais choisi la solution d'une centrale qui recevait toutes les entrées, qui attaquait un DCX, qui récupérait le signal du DCX et qui avait une platine de réglage de volume pilotée par un microcontrôleur. Bon, ça permet de résoudre le problème. Bon, néanmoins, ça nécessite de faire l'électronique, ça nécessite de faire les circuits, de concevoir les circuits, de programmer un microcontrôleur et tout le Bataclan. Donc ça demande pas mal de travail et pas mal de, je vais pas dire les compétences, mais disons, faut quand même oser, quoi. Si on n'a jamais fait ça, c'est pas toujours évident non plus, parce que là, on peut se trouver avec des échecs, surtout si on n'est pas équipé pour faire des diagnostics. Donc, ça, c'était la première étape. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ce qu'il y avait dans cette centrale, les différents éléments et les différentes possibilités qu'elle avait. Alors bon, ben ça c'était la centrale que j'utilisais avant de passer à un système entièrement informatisé, où le système était plus conventionnel, plus à l'ancienne on va dire, avec pas mal de sources différentes,
parce que la musique était stockée essentiellement sur des supports amovibles, type CD, DVD, autre chose comme ça, ou vinyle éventuellement. Donc c'était plus à l'ancienne, mais le but ici, c'était de pouvoir utiliser le matériel disponible à ce moment-là, qui était le DCX, qui permettait de faire du filtrage numérique et aussi des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, des retards purs, qui permettaient de résoudre pas mal de problèmes pour des systèmes multivoix. Alors le but ici de cette centrale, c'était de pouvoir réunir tous les appareils sources, de pouvoir connecter un DCX dessus et résoudre le problème du volume de tous les canaux, le tout en un seul appareil où tout se branche dessus. Donc ce système, c'est avant tout un système avec un microcontrôleur ici qui pilote le tout, avec éventuellement ici une carte d'extension, mais ça c'est juste disons du gadget supplémentaire, mais l'essentiel est ici sur les PIC 18F 452 de l'époque, qui était programmé via une liaison série. Donc ce système-là pilotait à la fois toute la commutation des entrées, commutation des sorties et le pilotage des potentiomètres ici électroniques, des potentiomètres de Burr-Brown, des 4 voies PGA 4311, qui sont en fait des ampli-op commandés par un signal digital. Ce sont des ampli-op dont le gain est variable par commutation d'un réseau de résistance interne. Ce qui permet d'avoir des niveaux parfaitement équilibrés entre les canaux et d'avoir une graduation en décibels directement, sans être obligé de se creuser la tête sur la linéarité ou la loi de réglage de volume. Il y a aussi un muting intégré, etc. Donc c'est vraiment essentiellement de la commutation, du support de prise, de la commutation et un réglage de volume avec le pic et disons le système d'alimentation, hein, qui est tout le gros truc ici. Bon, c'est un peu gros pour ce que c'est, hein. Bon, il y a de la place, bon, voilà. Une alimentation absolument classique avec des régulateurs à 3 pattes standard, avec, chose importante, le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de prendre un transformateur avec 5 volts pour essayer d'obtenir une tension de 5 volts. Les tensions de déchets dans les diodes font que le régulateur, lui, aura une tension d'attaque trop faible et il ne pourra pas assurer son contrôle. Alors ici, il a fallu mettre un régulateur avec une faible tension de déchets pour pouvoir réguler quand même avec juste quelques dixièmes de volts de plus que la tension 5 volts qu'on veut avoir. Donc ça, c'est un truc important. Quand on veut faire du 5 volts, il faut au moins avoir un transfo de 6 volts, sinon on est dans la merde. Donc le reste, c'est juste de l'affichage. Afficheur, moi ça c'est pareil, c'est quelque chose juste indicateur qui est piloté par le PIC, c'est un microcontrôleur microchip ici, et un encodeur optique ici devant qui permet vraiment d'avoir quelque chose de facile à piloter et qui est extrêmement agréable à utiliser. Alors voilà le même, parce que j'en ai pu en trouver deux. Voilà, l'encodeur optique, c'est un gros truc qui vaut une fortune, que j'ai pu trouver sur eBay pour pas cher. Ce sont des trucs pilotables avec un protocole standard. C'est vraiment, c'est extrêmement agréable, avec des roulements et tout, c'est super. Alors bon, ici, comme c'est essentiellement de la commutation, il y a beaucoup de relais qui sont utilisés. Alors j'utilise de manière préférentielle des relais militaires comme ça, des relais hermétiques. Alors normalement, ça vaut extrêmement cher, ce genre de petits relais entièrement en métal. Ce sont des relais de 24 volts ou 28 volts pour être plus précis. L'avantage c'est qu'ils sont complètement hermétiques et extrêmement fiables. Et si on peut en trouver des lots sur eBay, des trucs comme ça, il faut pas hésiter à utiliser ça parce que c'est compact, c'est complètement blindé, c'est extrêmement efficace, extrêmement durable. Ça, je le conseille sans réserve parce que c'est vraiment une source de problème en moins. Donc j'en ai plein là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à commuter. Quand on regarde l'arrière, en fait l'arrière c'est un hérisson de prise quoi, avec toutes les entrées de sources standard, asymétriques, les sorties pour les DCX, l'entrée issue des sorties des DCX. Alors ça, l'appareil était fait pour piloter 2 DCX. J'en ai toujours eu qu'un seul parce que finalement, comme je suis passé à la logique dématérialisée, j'ai pas eu besoin d'en racheter un. Bon, il y en a qu'un qui servait.
Hein, ça va vers les entrées DCX, ça les sorties DCX, qui après sont commutées, passent par les réglages de volume, et sort ici pour attaquer les amplis. Ça, c'était juste une commutation de signaux vidéo, pour le vieux vidéoprojecteur à tritube. Mais ça, c'est complètement indépendant. Ça, c'est les liaisons série pour programmer le pic, et ça, ben, c'était juste... alors, je sais plus à quoi ça servait d'ailleurs. Je sais plus, ça devait être un truc pour faire un truc, mais je sais pas quoi. J'avoue, je ne m'en souviens pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'était essentiellement une centrale de commutation qui servait qu'à ça. Voilà. Alors maintenant, elle est devenue complètement caduque et obsolète. Hein, d'ailleurs, je m'en sers plus, hein, je sais même pas ce que je vais en faire. Parce que ben, maintenant, je passe à un système complètement dématérialisé et tout, des sources jusqu'à la centrale, jusqu'au réglage de volume, tout est simplement géré par un PC qui est dédié à ça. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus simple, d'avoir qu'un seul appareil, pilotable par télécommande, par un clavier souris sans fil. L'avantage, c'est que la télécommande, on l'a de fait, par simplement une souris sans fil. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus utilisable en pratique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller décrire un peu le système tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être demain. Et je pourrais introduire le futur projet que je vais filmer au fur et à mesure de son avancée, qui est fait vraiment pour s'intégrer dans la version définitive de la topologie que j'ai décidé d'appliquer pour la chaîne à la fin. Donc on va passer au tableau et je vais expliquer un peu comment je compte faire évoluer le système et quelle topologie je vais choisir pour la solution finale et on va dire définitive entre guillemets de la chaîne. Donc, alors partie de la topologie de la centrale que j'ai juste de décrire, c'est-à-dire partie de là, il y a des sources analogiques diverses, éventuellement des sources numériques, mais de toute façon essentiellement des sources analogiques. La centrale qui reçoit toutes ces sources, les DCX, ici un seul, historiquement un seul, avec soit les entrées analogiques, soit l'entrée AES-EBU qui est utilisée le plus souvent possible, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Mais disons, bon, les entrées, le DCX qui traite, les sorties, les réglages de volume et chaque ampli qui attaque les haut-parleurs. Donc ça, c'était la topologie qui est restée stabilisée un certain nombre d'années, qui était la plus pratique et permettait quand même des réglages sympas grâce au DCX. Alors, avec le temps, les sources devenaient complètement obsolètes. Les CD, bon, ça prend de la place et tout ça, donc les DVD ont pareil. En fait, dire, mais finalement, tout ça, on peut les capturer et on peut les stocker sur un NAS, ce qui est un système de stockage réseau avec plein de disques durs, et on rip tout ça et on les stocke dans un endroit. Donc on n'a plus qu'une seule source, parce que finalement, tout ce qui est CD, DVD, tout ça, ça reste fusionné. Le tuner, il y a des cartes PC qui se font tuner, donc ce n'est qu'une source sonore disponible sur un ordinateur supplémentaire. Ça peut aussi être attaqué par un ordinateur, parce que le NAS ne fait que fournir des données qu'un ordinateur va aller chercher. Donc finalement, on se rend compte que toutes ces sources-là, on peut les fusionner avec un simple ordinateur. Après, l'ordinateur a des contraintes pour pouvoir fonctionner correctement d'une manière confortable. Mais conceptuellement parlant, tout ça, on peut les virer. Et c'est finalement ce qui est arrivé avec le temps. J'ai plus d'éponge. C'est ballot. Alors, une éponge. Elle est là, chouette. Donc, tout ça, avec le temps, finalement, tout ça, ça a dégagé. Il y a aussi un lecteur Laserdisc et tout ça. Et il y a eu juste un PC, éventuellement avec un lecteur CD intégré, qui sort ici, simplement avec une entrée SPDIF, avec un petit ajustement de niveau pour attaquer le DCX. Mais finalement, il n'y a plus qu'une seule source, avec une entrée commande numérique. L'avantage, c'est que toute la partie commutation, en plus de la centrale, ne sert plus à rien. Donc finalement, la centrale ne sert qu'à régler les volumes. Ce qui est de toute façon indispensable a priori. Mais en fait, le volume, il est réglable directement par le player là. Donc finalement, le volume, il ne sert plus
parce que, bon, voilà, il ne sert plus. Et finalement, ben, si on enlève le volume, ben, la centrale ne sert plus à rien non plus. Donc ben, ce qui s'est passé, c'est que la centrale, elle a sauté. Voilà, elle a dégagé. Et puis il a resté plus que ça. Et c'est ce qui est actuellement. C'est-à-dire le SPDIF qui rentre directement comme ça, parce que l'entrée est compatible, et les sorties qui vont directement sur les amplis. Voilà, actuellement c'est comme ça. Alors la topologie, on peut guère faire plus simple que ça, mais finalement c'est comme ça. Alors, j'ai pu la faire évoluer un petit peu grâce aux cartes son Teratech. J'ai pu sortir en même temps une sortie stéréo pour les surrounds, qui eux sont amplifiés à part et qui vont vers une paire de TAD. C'est des SEX1, je ne sais plus la référence, c'est les petites TAD de voix. Qui servent du surround, mais ça, le problème c'est que c'est assez délicat à trouver des cartes son qui permettent de sortir le surround séparément comme ça. J'aurais voulu l'avoir pareil en SPDIF parce que ça m'embête de sortir en analogique pour les surrounds. Et en fait, c'est vrai que c'est embêtant parce que même si la carte son ici utilisée est une Teratech phase 28, les sorties analogiques sont bruyantes. On entend les accès. Surtout de la carte vidéo, en fait. Quand la vidéo bouge, on entend des bruits sur les sorties des cartes son. Et là, on touche sur un des premiers problèmes de la musique dématérialisée dans les PC, c'est le bruit induit par le processeur, les accès mémoire, la carte vidéo, l'alimentation. Toutes ces choses fournissent beaucoup de HF qui peut être capté si la carte mère n'est pas très bien filtrée, si pour une raison X ou Y, peuvent être captés par la carte son. Et c'est ce qui se passe ici avec la phase 28, qui est pourtant une excellente carte son, mais malheureusement, les sorties analogiques sont bruyantes. Alors ça ne le fait pas avec d'autres cartes, ça c'est vraiment une loterie. Et donc, on me dit que finalement, ce qui serait bien, l'idéal, ce serait non pas avoir des sorties analogiques, une sortie SPDIF comme ça, mais d'avoir une carte son multicanal et qui sort non pas en analogique, mais qui sort que des sorties SPDIF. Donc il y aurait une sortie SPDIF pour les voix principales, une sortie SPDIF pour les surrounds, éventuellement une autre sortie SPDIF pour une voix centrale, ou des trucs comme ça, avec à chaque fois un convertisseur numérique analogique et un ampli. Bon, ok, très bien. Bon, le problème c'est qu'ici il faudra un DCX, machin, tout ça. Bon, finalement ça fait un truc un peu bancal, mais si on pousse la logique un peu plus loin, pourquoi le DCX ne pourrait pas être fait par un PC? Parce que finalement, le PC il a remplacé toutes les sources, il a remplacé le réglage de volume, ben finalement, pourquoi il ne pourrait pas remplacer le DCX? Et c'est là qu'intervient un logiciel de chez Bodio Software, qui est ceux qui ont conçu SoundEasy. Ils font un soft. Il s'appelle Ultimate Equalizer. Bon, c'est un peu lourd comme titre, mais bon, je vais l'appeler UE. C'est un soft de filtrage, mais logiciel, qui utilise les cartes son, qui utilise les canaux sonores de la machine, et qui les traite. Alors, il a à la fois la partie filtrage intégrée, mais aussi la partie mesure. Donc, il peut, avec un format tout en un, mesurer le système et créer les filtres adaptés au système pour avoir un système à phase linéaire ou à phase constante ou à tout ce qu'on veut avec n'importe quelle courbe cible que l'on désire. Donc, ce truc-là, il remplace le DCX. Alors, on se dit, mais bon, après, oui, très bien, ça remplace le DCX, donc il faudrait une carte son multicanal qui va directement attaquer les amplis. Donc, là, on se retrouve avec simplement une carte son qui va attaquer. Alors bon, le problème, c'est qu'on a vite fait d'avoir besoin de beaucoup de canaux, parce qu'un système principal à 4 voix, il nécessite déjà 8 canaux. Bon, les cartes Home Cinema, en 7.1, ont 8 canaux. Alors, est-ce que la carte supporterait d'être utilisée d'une manière 8 canals sans signification particulière? C'est pas évident. Souvent, les cartes se comportent en un système 7.1, point barre. C'est comme ça, et puis on ne peut pas faire autre chose parce que c'est un truc un peu bridé. Mais ici, il nous faudrait une carte avec X canaux indépendants que l'on pourrait piloter de manière indépendante. Mais il ne faut pas oublier le problème de ces cartes, c'est que
la phase 28 me convient parfaitement. Elle a 8 canaux analogiques en sortie, 8 canaux symétriques et tout. Mais le moindre truc qui bouge à l'écran, ça fait des bruits. Et là, on se dit, finalement, avant j'avais mon SPDIF qui pilotait, j'avais aucun bruit. Le bruit était uniquement dû au DCX. Et puis là, ben, je me dis, ben, ce qui serait bien, c'est pas avoir une carte son avec plein de canaux analogiques comme la phase 28, mais avoir une carte son avec plein de canaux numériques en SPDIF. Et en cherchant un peu, finalement, on se rend compte qu'il en existe un certain nombre. Il existe des cartes, comme par exemple la Lynx, je crois que c'est AES 16, RME AES 32, je crois, HDSP AES 32, il y a Marianne, je crois que c'est Marianne, la Seraph D8. Ce sont des cartes professionnelles qui n'ont que des sorties et des entrées SPDIF, ou AES-EBU plutôt. Et là, l'avantage de ça, il est énorme, parce que idéalement, ce qui serait bien, c'est de sortir exclusivement au numérique et modifier simplement les amplis pour qu'il y ait un DAC dedans. Et dans ce cas-là, n'avoir qu'un câblage numérique qui va du PC jusqu'aux amplis. Il n'y a dans ce cas-là plus de problème de ronflette, plus de problème de bruit analogique ou quoi que ce soit. Toute la chaîne est numérique jusqu'aux amplis. Ça ressemble beaucoup au système TACT, qui sont finalement des amplis attaqués par une unité de calcul et tout en une forme de SPDIF ou SEBU ou un truc du genre. Donc là, l'idéal, ce serait de pouvoir avoir que du numérique jusqu'aux amplis et que la partie analogique dédiée des amplis jusqu'aux haut-parleurs, tout intégré dans un seul appareil. Et là, on réduit énormément tous les problèmes de boucle de masse, de bruit induit, parce que c'est compliqué. Un ordinateur, c'est compliqué. Au niveau des masses, il faut bien voir que il y a des tas de choses qui vont se brancher dessus. Il y a du réseau qui vient se brancher dessus. Il y a des masses qui circulent. Si on a du 4.6 avec du blindage, on se retrouve avec aussi une masse qui peut choper des trucs. Après, il y a la prise de courant qui peut, via sa masse, toucher la prise de courant de ça. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer quand on est câblé en analogique. Mais là, faire une barrière complètement hermétique entre l'ordinateur, toute la partie source et la partie puissance, ça enlève énormément de problèmes dus de boucle de masse. Boucle de masse qui serait due par un passage ici et par un passage secondaire par, ne serait-ce que les fiches secteurs ou toutes ces choses-là, qui ferait une boucle qui est, avec un système comme un ordinateur, peut être extrêmement tordu. Donc, ce serait plutôt la topologie finale à laquelle je voudrais tendre. Alors, Ultimate Equalizer, il faut bien voir qu'il n'est pas aussi universel que ça et il ne fonctionne que sur certaines topologies de cartes. Il en existe deux versions. Il existe une version qui existe depuis le début, qui est vraiment adaptée à un type de carte particulier, qui est purement analogique, et ça ne me convient pas. Mais une nouvelle version est sortie, qui est dédiée à des cartes qui se présenteraient comme des couples SPDIF, SEBU ou des choses comme ça, et il pourrait gérer justement ce style de carte. Et donc, bonne nouvelle, c'est comme ça que je vais concevoir le système futur. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai un ordinateur actuel que je vais mettre à jour, sur lequel je vais mettre une carte. Que voici, carte RME. J'ai choisi RME parce que c'est celle que j'ai pu trouver d'occasion. C'est une carte double. Alors c'est un peu plus que nécessaire parce que c'est une carte qui a 8 canaux SPDIF stéréo d'entrée et 8 canaux de sortie. Donc il a 16 canaux plus 16 canaux d'entrée, 16 canaux de sortie. Donc c'est un peu beaucoup, surtout qu'il y a essentiellement que les canaux de sortie qui m'intéressent. Donc c'est cette carte-là qui va être pilotée et qui va fournir toutes les sorties numériques. Et il y en a 16. Donc l'avantage ici, c'est qu'il y aura largement de quoi voir. Hein. Donc ça va être comme ça. Donc ça va être un ordinateur qui va contenir cette carte-là. Ultimate Equalizer
version adaptée à ce style de carte, et lui sera, via le réseau Ethernet de la maison, sera connecté au NAS qui contient toute la banque de données de films et de CD qui ont été ripés, ce qui a été un boulot considérable, mais bon, moi maintenant j'ai 3000 CD qui sont dans le grenier. Mais bon, et maintenant donc j'en reviens à ça, maintenant il va falloir mettre à jour ça. Et ça me permet d'introduire le futur projet que je vais faire et qui va être un projet que je vais suivre avec le blog vidéo de très très près. Ce sera un projet étalé sur toute la durée de la conception, du début conceptualisation purement intellectuelle jusqu'à la réalisation finale de ces DAC et amplis avec DAC intégré. C'est un projet sur lequel je reviendrai déjà sur les grandes lignes de base et sur les contraintes et les caractéristiques que je veux lui donner. Mais ça me permet de présenter le vrai gros projet que je vais suivre avec ce vidéoblog. C'est un projet qui a l'air simple comme ça, mais j'impose des contraintes extrêmement fortes. Les contraintes, ça va être des contraintes du genre obtenir le maximum avec des composants disponibles. Par exemple, il est hors de question de faire quelque chose qui soit très exotique parce que j'ai trouvé un composant en 4 exemplaires sur eBay qui n'existe plus et qui est introuvable. Le but ici, c'est de prendre que du composant standard et le pousser au maximum qu'on puisse avoir. Et c'est là que l'audio précision va pouvoir intervenir et va pouvoir voir si on va dans la bonne direction ou pas. Et ça, c'est un luxe qui est absolument fantastique. Parce que c'est un luxe qu'on a que très rarement, de pouvoir vérifier si, lorsqu'on avance vers une solution, cette solution apporte bien une amélioration qu'on penserait exister. C'est quelque chose qui permet de vérifier qu'on ne tourne pas en rond. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, dans ce projet-là, il n'y aura pas que des DAC, il y aura des DAC amplifiés. C'est-à-dire que pour tout ce qui est autre que l'attaque des haut-parleurs de grave, donc tout ce qui est pavillon, aigu et tout ça, ce seront des DAC amplifiés. Donc ce seront des petits appareils qui rentreront en AES-EBU et qui sortiront pour un haut-parleur. Des petits appareils d'une dizaine de watts qui sont avec la contrainte d'être compacts, avoir le maximum de qualité possible avec des composants de base et d'une manière imposée au départ, l'amplification se fait selon le principe choisi par Douglas Self des ampli-up en parallèle. Je trouve plutôt l'idée séduisante, compacte, ça évite toute la quincaillerie des transistors de puissance, etc. Ça permet d'éviter les soucis de risque d'exploser parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. L'avantage de ces choses-là, c'est que c'est quand même beaucoup plus fiable et beaucoup moins dangereux. Et donc, ce seront des petits DAC amplifiés entièrement faits comme ça, avec un DAC qu'on va choisir, et un système d'ampli-up en parallèle inspiré du système de Douglas Self, le tout dans des petits boîtiers qui débiteront une dizaine de watts. Pour tout ce qui est grave, il y aura juste le DAC et l'amplification se fera sur des gros amplis que j'ai ici, là, des gros amplis en pont de 500 watts à peu près pour les gros haut-parleurs. Et tout ce qui est autre, pavillon, tout ça, ce seront des petits amplis, petits DAC amplifiés, on va dire. Ce sont des systèmes modulaires qui sont basés sur les mêmes briques. Il y a le DAC, l'ampli, il y a éventuellement des filtres intermédiaires qui peuvent exister. Il y aura genre un ampli avec un DAC et en fait deux amplis, un pour l'aigu et un pour le médium, avec d'une manière intermédiaire un filtrage, on va dire analogique, parce que ça convient, ce qui évite d'avoir 36 000 amplis, 36 000 boîtiers, quoi. Disons qu'ils auront trois sortes. Il y aurait un double ampli, il y aurait un simple ampli et il y aurait un DAC nu. C'est un système modulaire, mais ils sont tous basés sur les mêmes briques. Donc ça, c'est une vision vraiment de très loin. Le premier épisode sera la description du projet, de toutes les contraintes, de tout ce qui va être abordé, parce qu'énormément de sujets vont être abordés. Ça commencera par le choix des composants, comment router le circuit,
comment graver éventuellement le circuit, bien que je ne pense pas le graver moi-même. Je graverai peut-être certains éléments juste pour montrer comment je fabrique des circuits imprimés, mais je pense que les DAC ce sera du 4 couches ou quelque chose comme ça. Mais disons, comment faire les circuits imprimés, comment, comment implanter les composants dessus, comment router le truc, comment le fabriquer, comment blinder le tout, comment mesurer le tout, comment vérifier qu'on a bien les caractéristiques, etc. etc. Hein, quel type de schéma on va choisir, quel type de méthode on va utiliser pour faire de l'électronique de bas bruit, avec des bruits de fond extrêmement faibles, comment atteindre les bruits de fond les plus faibles possibles avec différentes techniques. Et on fera le tour de ça, on essaiera plusieurs choses et on pourra vérifier le résultat avec l'audio-précision. Donc c'est vraiment un sujet très vaste qui couvrira quasiment tous les aspects de l'ingénierie électronique lorsqu'on conçoit quelque chose du début jusqu'à la fin. Et bien que ça ait l'air simple, c'est un projet qui contient beaucoup de pièges. Surtout que si on veut faire quelque chose de A à Z. Je pourrais très bien acheter des DAC tout faits en Chine, ça existe, mais c'est pas très marrant, c'est pas très rigolo. Mais je pense qu'on peut mieux faire dans tous les sens du terme, parce qu'en général, ces trucs chinois n'utilisent que le schéma du constructeur sans trop se poser de questions. Le but ici, c'est aussi un exercice de style. C'est un exercice où on veut pousser le plus loin possible une technologie ou une méthode. Donc voilà, ça c'est le projet qui va suivre, qui va être présenté. Et ce sera, je pense, quelque chose qui va s'étaler sur un grand nombre d'épisodes, qui va s'étaler dans le temps et qui va aborder énormément de sujets. Voilà. Alors, pour finir, je vais faire un tour du NAS, là où est stocké le NAS et là où est le cœur du réseau de la maison, pour montrer un peu comment c'est fait. Et voilà. Alors, un dernier point quand même important, c'est au niveau du PC. Les PC dédiés à ça ont une énorme contrainte de bruit. Je ne parle pas de bruit intrinsèque, de bruit de fond. Ici, on l'a supprimé de fait par ça. Mais de bruit ambiant. Parce que quand on écoute de la musique ou quand on regarde un film, il n'y a rien de plus insupportable que d'entendre des ventilateurs ou des grincements de disques durs et des trucs comme ça. Donc, ça, ce sont des amplis, des ordinateurs qui doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne fournissent pas de bruit. Celui que j'ai fournit un bruit très très faible parce que j'ai changé tous les ventilateurs par des ventilateurs Noctua. Alors j'ai utilisé cette marque-là qui est très réputée et ça marche. On les sous-alimente et vraiment ça marche. Il y a d'autres solutions, hein. J'ai utilisé ceux-là. Ils sont faciles à reconnaître parce que ce sont des ventilateurs marron clair qui existent dans toutes sortes de formats. Donc je les ai mis dans l'alimentation, en tant que refroidissement de CPU et en tant qu'évacuation de l'air du boîtier. Donc j'ai utilisé Noctua, mais maintenant ça devient de plus en plus inutile parce qu'il existe maintenant des alimentations sans ventilateur et il existe des processeurs qui ne chauffent pas trop et qui peuvent se contenter d'un refroidissement passif. La carte vidéo doit absolument être une carte vidéo avec radiateur passif. Hors de question de mettre ces petits ventilateurs de merde qui au bout de 6 mois commencent à faire un barouf pas possible. Il faut prendre des cartes passives. C'est peut-être pas le plus haut de gamme, mais ça suffit largement. Il faut prendre un disque dur SSD. De toute façon, un disque dur normal qui ne fait pas de bruit, ça n'existe pas. Il faut prendre un disque dur SSD. Et ça, c'est réglé. Et le dernier point au niveau de l'ordinateur, au niveau de son bruit, c'est tout ce qui est lecteur, si on a un lecteur CD, lecteur DVD, tout ça. Le problème, c'est que beaucoup de lecteurs, quand ils se mettent à lire, se foutent à fond et font un barouf pas possible. Et ça, c'est un gros problème. Bon, si on n'a que de la musique dématérialisée, ça va, il ne servira pas. Dans ce cas-là, on n'en met même pas. Mais il peut arriver que l'on ait un Blu-ray, par exemple, et qu'on veuille passer un Blu-ray parce qu'on a le support, qu'on l'a loué, etc. Et donc, on doit jouer ça sur un lecteur. Et souvent, le lecteur se met à fond et fait beaucoup de bruit. Alors, il existe des logiciels qui permettent de limiter la vitesse de fonctionnement du lecteur. Et c'est important de bien vérifier toutes les sources de bruit parce que des fois, elles sont extrêmement inattendues.
Bon, au-delà de ça, après il y a le problème du logiciel de lecture, de la configuration des codecs, etc. Mais ça, c'est vraiment un autre système. Mais au niveau de l'ordinateur, il est très important de traquer toutes les sources de bruit. Et maintenant, il y a possibilité de quasiment plus avoir besoin de ventilateur. Et donc de supprimer l'essentiel des sources de bruit. À part les lecteurs, si on en veut un. Mais si on le supprime, on a réglé le problème. Mais c'est très important. Donc on va aller voir un peu le NAS et tout le système du réseau ici à la maison. Et voilà comment ici est dématérialisée la musique. Alors nous voilà dans la petite salle, c'est une toute petite pièce qui traîne dans la maison, qui est un peu bruyante parce que le NAS est très bruyant, c'est pour ça qu'il est enfermé ici. Voilà le système qui est le cœur du réseau de la maison et le cœur du stockage de toute la musique dématérialisée. Il y a tout ce qui est routeur, tous ces trucs là qui sont là, tout ce qui est distributeur du réseau Ethernet dans toute la maison. Voilà, donc tout est centralisé là. Alors en bas, ici là, c'est un onduleur à batterie qui permet moi d'éviter d'avoir le problème des pannes de courant. Parce que comme je suis dans un petit patelin, il arrive souvent d'avoir des micro-coupures de 1 seconde. Et ça permet d'éviter que le réseau saute tout le temps pour un oui pour un non. Donc c'est un gros onduleur que j'ai eu pour pas grand chose, avec des batteries dedans. Bon, il peut tenir largement parce que ça consomme pas tant que ça. Alors l'appareil bleu là, bon, il faut toujours qu'ils mettent des LED bleus partout, mais ça c'est le NAS. Alors c'est un rack, on va aller voir devant. C'est un rack, c'est un TECUS N8800. C'est un rack à 8 disques. On va voir si je peux l'ouvrir. C'est un rack à 8 disques. Voilà. Alors c'est un peu beaucoup, hein. J'avoue, c'est parce que vraiment j'ai eu l'occasion de l'avoir pour un prix très raisonnable par rapport à la gamme de trucs. Donc là il y a 8 disques de 2 Tera. À l'époque ils coûtaient pas cher, les disques valaient 50 €. Maintenant c'est clair que je n'aurais jamais acheté un truc comme ça. Donc là il y a 12 Tera, il est monté en RAID 6, il y a 2 disques qui servent pour la parité, donc on se retrouve avec seulement ici 12 Tera et la parité sur 2 disques. Au-dessus il y a la baie de brassage pour toutes les prises qui distribuent la maison. La maison entièrement câblée en Ethernet, parce que finalement tout ce qui est Wi-Fi ça marche pas assez bien, c'est pas top. C'est de l'Ethernet gigabit partout. J'en ai quelques-uns qui sont en parallèle, donc j'ai un ordinateur qui est en 2 gigabits en utilisant 2 lignes. Voilà, donc tout est centralisé ici. Voilà l'onduleur. Bon, c'est pas très bien éclairé, hein, donc bon, l'image n'est pas terrible, mais ça donne une idée. Donc tout est là, tout a été capturé ici et voilà. Bon, derrière il y a le routeur et voilà, donc les fils qui partent dans les murs et puis qui partent distribuer toute la maison. Le routeur, lui, il est connecté via un CPL. Alors le CPL, c'est super pour tout ce qui est bas débit sans se prendre la tête. C'est pour ça qu'il est relié à la box, parce que les prises de téléphone sont à l'autre bout de la maison. Donc le CPL est utilisé pour relier le routeur à la box qui est à l'autre bout. Voilà, donc tout est centralisé ici, et puis voilà, c'est câblage. Bon, ça c'est chiant à faire, hein, mais bon, une fois que c'est fait, ben, on est tranquille et on a un réseau rapide dans toute la maison. Voilà.